Donc, déjà, je voulais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de présenter une partie des travaux qu'on mène au laboratoire. Donc, un laboratoire qui travaille autour de la question du paludisme avec une valence en santé publique, puisqu'on est Centre national de référence au niveau national et son collaborateur OMS également. Donc, le paludisme, sa transmission et son évolution, tout le monde connaît ça très bien, hein. Il faut 3 acteurs, des moustiques, des parasites et des êtres humains. Mais ces 3 acteurs évoluent dans un environnement particulier qui, du coup, définit un niveau de transmission qui lui-même évolue aussi en fonction du milieu. Donc, à la fois de la présence de forêts ou de déforestation ou bien d'autres choses. Et donc aussi, chacun des acteurs, le moustique, en termes de compétences vectorielles, résistance, aussi microbiote qu'il peut porter et bien d'autres facteurs, les parasites. Et l'homme s'adapte et évolue dans cet environnement. Alors, à ces 3 acteurs s'est ajouté cette année, pour faire un peu l'actualité, bien évidemment, le Covid, qui a impacté, sans qu'on sache encore trop comment, mais l'ensemble des acteurs, puisque les gens se sont moins déplacés. Le paludisme est pas mal lié aux activités, notamment minières, ont probablement diminué dans certaines zones ou augmenté dans d'autres, hein, si la pression était moins forte. La lutte antivectorielle a probablement aussi été modifiée et les accès au diagnostic et au traitement aussi dans certaines zones probablement. Donc, l'objectif du parasite, c'est bien sûr de s'adapter plus ou moins rapidement et d'échapper le plus possible aux pressions qu'il rencontre, qui peuvent donc être médicamenteuses. Dans le cas des médicaments, essentiellement liés aussi à l'usage, à la qualité, à l'immunité aussi du patient. Donc ça, dans une précédente présentation, je ne vais pas revenir là-dessus, je vous avais un peu présenté ce schéma. Donc on part toujours d'une population sensible et après, plus ou moins rapidement, on évolue vers une population résistante. Plus on utilise la molécule, plus la population a tendance à résister. Et puis quand on arrête l'usage du fait d'une perte d'efficacité notable, on peut retourner vers une sensibilité. Donc le paludisme sur le plateau des Guyanes, c'est une épidémiologie assez variable, hein. Au Suriname, ils n'ont pas plus beaucoup de cas, même s'ils ont une recrudescence ces derniers temps. Beaucoup moins de cas qu'avant en Guyane. Au Brésil, ça dépend vraiment des zones. Une explosion de l'endémicité au Venezuela, notamment du fait des problèmes socio-économiques. Et une augmentation des cas aussi beaucoup au Guyana. Donc, parmi les espèces qui peuvent contaminer l'homme, on retrouve quand même 30% de l'espèce la plus mortelle, on va dire, chez l'homme, Plasmodium falciparum, sur le plateau des Guyanes, et ça essentiellement lié aux activités minières qui sont toujours très propices à la transmission de cette espèce. De ce fait aussi, la spécificité du plateau des Guyanes, probablement plus qu'ailleurs, c'est qu'il y a pas mal d'automédication parce que les gens infectés travaillent en général assez loin des structures de soins. Et il y a pas mal de migrations transfrontalières entre ces différents petits pays d'Amérique du Sud. On voit bien que c'est quand même les plus petits, pas mal de petits pays regroupés au nord-est amazonien. Par contre, il y a quand même quelque chose de commun, c'est que les recommandations officielles et nationales sont vis-à-vis des antipaludiques sont homogènes, avec l'utilisation des associations à base de dérivés de l'artémisinine sur toute la région sud-américaine et tout particulièrement l'artéméter-luméfantrine pour toute la région amazonienne. Donc, la résistance aux artémisinines, forcément, comme pour tous les antipaludiques, a déjà été décrite. Donc, la première fois en 2008 au Cambodge, qui a été suivie assez rapidement par l'identification d'un marqueur moléculaire de résistance, le gène PFK13. Donc, à chaque fois, la présence d'une mutation au niveau de ce gène. Et à ce jour, 9 mutations sont validées par l'OMS comme étant impliquées dans la résistance aux artémisinines dans la région du sud-est asiatique. Donc aussi avec le temps, ils ont vu le déploiement et on va dire la dispersion rapide de la mutation C580Y dans cette zone d'Asie du Sud-Est, dans la région est de l'Asie du Sud-Est. Donc l'objectif de notre travail a été dans un premier temps de surveiller un petit peu cette mutation sur le plateau des Guyanes.
Donc, dans le cadre d'un doctorat, d'une étudiante qui est à l'Université de Guyane, Loana Mathieu, on a eu à analyser donc, des isolats de Guyane, je vous présenterai les résultats après, et puis des isolats collectés donc, en 2016-2017 au Guyana. Et nous avons retrouvé à ce moment-là cette fameuse mutation C580Y, et tout particulièrement dans la région ici, la région 1 que vous voyez frontalière avec le Venezuela et qui est une région minière au même titre que la région 7 qui est tout en dessous ici. Donc à partir de là, nous avons cherché un peu à comprendre comment fonctionne cette mutation. Est-ce qu'elle veut dire la même chose qu'en Asie du Sud-Est, à savoir est-ce que c'est synonyme de résistance et est-ce que ça implique dans l'évolution et la dispersion à venir. Donc nous avons pu analyser le génome entier d'isolats de Guyane et du Guyana. Nous les avons comparés, là vous avez ici l'étude d'association qui a été l'analyse en composante principale des isolats, donc en violet ici d'Asie du Sud-Est et en vert et orange d'isolats de chez nous. Donc on voit déjà la première des réponses que nous avons pu obtenir, c'est qu'ils sont génétiquement vraiment très différents. Donc du coup l'émergence a eu lieu vraiment sur le territoire amazonien et n'est pas une importation d'Asie du Sud-Est. Et après, si on zoome un petit peu donc sur ce petit groupe d'isolats génétiquement semblables, on s'est rendu compte que les mutants qui avaient été identifiés sont pour le coup tous identiques et se transmettent pour l'instant sous la forme d'un clone. Et puis, donc, effectivement, comme vous voyez, une région, des parasites de la région du plateau des Guyanes qui sont génétiquement assez proches. Donc, l'objectif ensuite de Loana a été de prendre des isolats de Guyane parce que nous n'avions pas d'isolats du Guyana vivant, mais compte tenu de la similarité des génomes, on a choisi 2 souches de Guyane récemment collectées donc, en Guyane et adaptées au laboratoire, que l'on a donc modifié artificiellement au niveau de la position 580 par une méthode que je ne vous détaillerai pas ici, mais des nucléases endoxin. Donc, ainsi, elle a introduit artificiellement dans 2 souches, soit la mutation 580 dans une souche, soit dans l'autre, la mutation 580, et elle a également introduit la mutation 539. Chaque fois, elles étaient uniques, hein, c'était deux souches différentes. Et donc, vous pouvez voir que là, on considère que les parasites sont résistants in vitro au-delà de 1% de survie. Donc, le fait d'avoir introduit ces mutations-là ont largement augmenté le taux de survie. Et donc, on peut considérer que ça génère en tout cas une résistance in vitro, y compris chez un fonds génétique sud-américain. Donc, l'objectif a été ensuite d'évaluer le coût de l'acquisition d'une telle mutation pour les parasites. Donc, on les a mis en compétition au laboratoire, c'est-à-dire dans une même flasque, on mettait autant de parasites sensibles que de parasites mutants, c'est-à-dire la souche était par ailleurs isogénique, juste modifiée au niveau de cette position, et en suivant tous les 2 jours pendant 60 jours la proportion de l'une ou l'autre des populations parasitaires au sein de la culture. Donc comme ça, on a pu déterminer l'impact et le coût des mutations. Donc je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais donc il y a un impact en tout cas négatif sur la multiplication des parasites lorsque ceux-ci portent la mutation, ce qui n'est pas vraiment surprenant parce qu'il y a toujours un coût biologique à l'acquisition d'une résistance. Mais l'autre information, c'est que vous pouvez voir par exemple entre les petits ronds bleu ciel et les petits carrés, et les petits triangles verts. Là, vous avez 2 souches différentes, mais qui ont la même mutation qui ont été introduites, et vous voyez que l'impact est différent. Donc, bien évidemment, il y a un impact important du fond génétique et des gènes associés à ce gène estampillé marqueur de résistance aux artémisinines. Donc ensuite, nous avons cherché par le biais de nos collaborations qui sont assez importantes dans la région à regarder s'il y avait une dispersion de cette mutation ou s'il y en avait d'autres à l'échelle du plateau des Guyanes. Donc nous n'avons pas retrouvé de mutation 580 ailleurs dans d'autres pays, mais par contre nous avons trouvé un mutant à Manaus,
481, qui est potentiellement lié à la résistance, mais sans certitude. Alors ensuite, nous avons tenté de prendre un peu donc l'acteur humain et tenter d'analyser le risque de dispersion de ces mutants. Donc là, ces deux cartes-là ont été construites sur la base des mouvements de cas de paludisme rapportés dans les différents pays de la région amazonienne. Donc en fait, les traits ont une couleur et une épaisseur proportionnelles au nombre de cas qui ont bougé entre un pays et un autre. Donc vous voyez déjà, premièrement, qu'il y a beaucoup de mouvements entre le Venezuela, le Guyana et le Brésil. Aussi pas mal de mouvements entre la Guyane, le Suriname et le Brésil. Je détaillerai pas trop les mouvements sur la région plus ouest amazonienne qui nous intéresse moins pour cette question. Et puis, bien évidemment, voilà, beaucoup d'exportations de cas du Venezuela vers la Colombie, le Brésil et le Guyana. Donc, on a fait un petit zoom ensuite en prenant en compte que les cas qui étaient déclarés au Brésil comme revenant d'un autre pays. Et là, vous pouvez voir que du coup, il y a un grand lien de plateau des Guyanes avec l'état notamment du Maranhão. Donc ça, c'est pas très surprenant quand on sait que les orpailleurs notamment et les mineurs de façon générale viennent beaucoup de cet état du nord du Brésil, du nord-est du Brésil. Aussi de façon assez importante du coup avec les états frontaliers, notamment l'état du Roraima. Donc, il en a été déduit deux poches, entre guillemets, à risque de dispersion de la résistance. Donc, forcément, la première poche où déjà la mutation existe, qui inclut l'État de Bolivar au Venezuela, la région 1 et 7 du Guyana et l'État du Roraima du Brésil. Et puis, s'il venait à apparaître d'autres mutations ou si la résistance venait à émerger aussi dans la région, par exemple, 2, donc, il y aura une dispersion au sein de cette zone 2. Cette zone 2 inclut la région Est Suriname, donc le long du Maroni, les régions minières de la Guyane, pardon, essentiellement région centrale, et l'État d'Amapá au Brésil. Je ne vous liste pas l'État du Maranhão, puisque c'est une zone qui est considérée comme exempte de transmission. Donc, certes, on pourra exporter éventuellement des parasites résistants dans cet état, mais il y aura une probabilité nulle que cette dernière puisse se transmettre dans cet endroit. Donc les perspectives sur ce travail sont nombreuses. Donc, notamment, nous avons déjà commencé à étudier un petit peu la rapidité de sélection de la résistance en artificiellement reconstituant des pressions séquentielles par dihydroartémisinine au laboratoire. Nous envisageons aussi d'étudier un petit peu l'évolution des génomes à l'échelle régionale. Donc pour ça, on avait déjà commencé, et ça avait déjà été financé dans le cadre notamment du projet Amazomix. Là maintenant, nous avons un jeu de génome assez important, mais il y a beaucoup d'analyses à faire pour voir un petit peu comment ces génomes évoluent et justement quels peuvent être les marqueurs liés à cette résistance et à cette sélection par ces molécules. Et dans un plus moyen terme, l'objectif serait aussi de voir comment cela se transmet, comment les mutants se transmettent par les moustiques. Donc, il y a beaucoup de monde à remercier, hein, beaucoup de gens impliqués dans ce travail. Donc, déjà, bien évidemment, Loana Mathieu, l'étudiante de l'Université de Guyane, qui est aussi co-encadrée avec le professeur Magali Pierre Demar. L'Université Columbia qui nous a épaulés techniquement pour les modifications génétiques des parasites qui ont été faites au laboratoire ici à Cayenne. Donc l'unité, bien évidemment, EPAT, maintenant je modifierai en mettant TIBIP, l'hôpital de Cayenne toujours, l'OMS, l'Organisation panaméricaine de la santé, l'Université d'Harvard avec qui on travaille beaucoup pour faire les analyses de génome entier. Et puis, bien évidemment, nos partenaires au Guyana, donc le ministère de la Santé publique et les médecins qui travaillent en zone d'endémie et qui collectent les prélèvements. La même chose pour l'infectiologue, le docteur Magris au Venezuela. Et puis, la Fondation de médecine tropicale à Manaus. Ce projet a bénéficié de financement pour une très grande partie Europe et ARS, avec le soutien aussi du CEBA, du projet aussi Guyamazone, de l'Université de Guyane
et de la collectivité territoriale via le Centre national d'études spatiales. Voilà, je vous remercie de votre attention.